Imagine devoir intégrer 22 millions de personnes dans un système national d'assurance maladie. Ouais, c'est colossal. Et pas progressivement, tu vois, pas sur toute une génération. On parle d'y arriver de manière fulgurante, en l'espace d'à peine 5 ans. Un vrai marathon en mode sprint. Exactement. En fait, c'est l'équivalent de fournir une couverture médicale complète, de créer des dossiers, de traiter des remboursements pour la population entière d'un pays comme la Roumanie ou d'un État comme la Floride du jour au lendemain. C'est un défi structurel d'une envergure vraiment historique. Et c'est précisément l'onde de choc qui traverse le Maroc en ce moment. Ouais. Donc aujourd'hui, pour cette plongée approfondie, on explore une pile de documents fascinantes pour analyser la mécanique interne de ce chantier. C'est l'un des plus titaniques du continent africain, la généralisation de la protection sociale. Et pour ça, le spectre de nos sources est super large. On a épluché les portails gouvernementaux comme maroc.ma et l'historique de la fameuse CNSS. La Caisse nationale de sécurité sociale. Ouais. Voilà. Et pour comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain, du côté des usagers, on s'appuie sur des guides pratiques assez récents, notamment celui de Silicon Valley Maroc 2026. Très utile pour le côté tech et démarche, c'est vrai. Et puis pour équilibrer notre analyse, on a aussi intégré des rapports économiques beaucoup plus critiques. Hmm. Genre ceux du Centre marocain de la gouvernance et du management, qui ont été relayés par le média Express, ils mettent bien en lumière les zones de friction majeures, hein. Comme la viabilité financière et la grosse crise des retraites. C'est ça. Mais avant d'aller plus loin, Oui, avant de plonger dans ces rouages, il faut qu'on pose une règle stricte sur notre approche aujourd'hui. vas-y. Les sources critiques qu'on utilise soulèvent des débats profonds et parfois politiquement très chargés. Surtout concernant le fardeau financier pour les citoyens, ouais. Exactement, ou encore les failles de ce qu'on appelle le ciblage social. Et notre rôle ici n'est pas de prendre parti. On va ni défendre la vision des concepteurs de ce projet, ni cautionner les attaques de ses détracteurs. On reste factuel. Totalement. L'objectif, c'est de synthétiser les faits, de comprendre les mécanismes en jeu et d'offrir une grille de lecture neutre de toutes ces informations. D'accord. Décortiquons un peu tout ça alors. Parce que pour mesurer le vertige de cette transformation, faut d'abord regarder d'où on part. Le point de départ est crucial. L'architecture sociale du pays, c'était pas du tout une page blanche. C'était un système historiquement pensé pour fonctionner en silo. C'est un peu comme passer d'un club privé très sélect à un immense festival ouvert à tout le monde, du jour au lendemain. C'est une bonne analogie. La genèse de ce club privé, ça remonte à 1959. Ah oui, la création de la CNSS. Voilà. Et elle-même a été bâtie sur les restes d'un vieux fonds d'aide sociale de 1942. Et l'intention, à l'époque, elle avait rien d'universel. C'était réservé à qui, du coup? Ça visait un périmètre très défini, les travailleurs salariés de l'industrie, du commerce et les professions libérales. Donc en gros, un filet de sécurité pensé exclusivement pour l'économie formelle urbaine. C'est ça. Et pendant des décennies, l'évolution s'est faite par toutes petites touches, vraiment catégorie par catégorie. Genre en 1982, on fait entrer l'agriculture, c'est ça? Ouais, et en 2011, on élargit un peu aux chauffeurs professionnels. Mais le modèle restait très fragmenté. Le vrai séisme, la rupture totale, c'est avril 2021. Avec la loi cadre 09-21. Exactement. Initiée par le roi Mohamed VI, elle rompt complètement avec cette logique des petits pas. Et c'est là que les chiffres donnent le tournis, hein, franchement. Dans les documents, ils décrivent un calendrier foudroyant. Le premier pilier, c'est l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, intégrer 22 millions de nouveaux bénéficiaires. C'est énorme. Et le deuxième pilier, c'est les allocations familiales pour 7 millions d'enfants scolarisés. Et le dernier, c'est élargir la retraite à 5 millions d'actifs de plus d'ici 2025. On écrase l'accélérateur partout en même temps. Oui, mais le changement n'est pas que quantitatif. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un virage philosophique. Comment ça? Historiquement, dans beaucoup de pays émergents, les politiques sociales s'étaient vues comme de la gestion de misère. Genre de l'assistance d'urgence. Voilà, une charité d'État pour maintenir la paix sociale, mais la doctrine derrière cette nouvelle loi cadre, elle repose sur un calcul macroéconomique différent. L'État-providence est vu comme un investissement direct et rentable dans le capital humain. Ah, je vois. Donc en théorie, un citoyen qui ne s'endette pas sur 10 ans pour payer le traitement d'une maladie chronique. C'est ça. Et dont la famille touche des aides pour garder les enfants à l'école, il devient un rouage beaucoup plus productif pour l'économie globale. Exactement. Le pari, il est là. Sécuriser tout le cycle de vie de la population pour bâtir une vraie résilience face aux crises futures. Ok, alors passons à la mécanique de terrain parce que l'intention est belle, mais les infrastructures doivent suivre. Et c'est là que ça se corse. D'après nos sources, la gestion de cette masse s'articule autour de deux grands pôles.
Historiquement, on a la CNOPS. La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale. Voilà, ça c'est pour les fonctionnaires du public. Et de l'autre côté, la CNSS, qui s'occupe du privé et, maintenant, de l'énorme vague des travailleurs indépendants. Tout à fait. Et au cœur de cette transition, il y a la fin du RAMED. L'ancien système gratuit. Oui, le régime d'assistance médicale. Il offrait la gratuité aux populations vulnérables, mais avec un gros problème. Lequel? Les patients devaient aller dans les hôpitaux publics. Et ces hôpitaux souffraient d'un engorgement chronique. C'était saturé. Ah ouais. Et donc le RAMED est remplacé par quoi? Par le système AMO Tadamun. Et ça change toute l'équation financière. On parle de 10 millions de personnes, soit 4 millions de foyers fragiles. Et c'est l'État qui prend en charge leurs cotisations et les verse directement à la CNSS. Attends, ça veut dire que ces 10 millions de personnes, elles ont la même carte vitale et les mêmes droits d'accès aux cliniques privées qu'un cadre du secteur formel? En théorie, oui, c'est l'objectif. C'est fou. Et pour gérer tout ça, le guide de Silicon Valley Maroc parle d'une transformation numérique radicale, genre l'application mobile Ma CNSS. Sans ça, le système aurait implosé. C'était impossible sans numériser les flux. Sous le poids de la paperasse, tu veux dire? Absolument. Traiter des millions de dossiers médicaux par jour, ça demande de l'automatisation. Aujourd'hui, les délais de remboursement, qui prenaient parfois des mois, ont été réduits à une moyenne de 15 à 20 jours. Ah ouais, c'est rapide. Le guide mentionne aussi le système du tiers payant pour les hospitalisations. Donc le patient ne paye que sa part sans avancer toute la facture qui peut chiffrer en milliers de dirhams. C'est un énorme soulagement pour les ménages, oui. Mais il y a un concept technique qui revient tout le temps dans les sources, la TNR, la tarification nationale de référence. C'est quoi exactement? Alors la TNR, c'est le plafond tarifaire sur lequel l'État se base pour calculer son remboursement. D'accord. Par exemple, si l'État fixe la TNR d'une consultation spécialisée à 150 dirhams, la caisse va rembourser, disons 70% de ces 150 dirhams. Ok, mais on sait très bien qu'un spécialiste dans le privé facture souvent beaucoup plus cher, genre 300 dirhams. Et c'est là le point de friction. Le système ne remboursera que sur la base des 150 dirhams initiaux. Toute la différence sort de la poche du patient. C'est le fameux reste à charge. Ouais, ça pique un peu. Et ça soulève une question hyper critique. Si l'État paie pour 10 millions de personnes, qu'on ajoute les travailleurs indépendants et que l'accès via l'appli est devenu super facile, le système de santé ne risque-t-il pas d'imploser sous la demande? On injecte une demande colossale, mais créer une appli, ça fait pas apparaître des médecins ou des leaders EA par magie. Autre loi, la loi cadre 0622, pour restructurer tout l'écosystème médical. Qu'est-ce qu'il crée concrètement? De nouvelles agences de régulation, comme la Haute Autorité de la Santé, pour standardiser les protocoles et éviter la surfacturation, ou l'Agence marocaine du sang. Et j'ai vu aussi l'Agence marocaine des médicaments. Mais standardiser sur le papier, c'est bien, mais comment une agence des médicaments désengorge un hôpital saturé? Elle vise pas le désengorgement physique, en fait. Elle vise le bouclier financier. Ah. Les médicaments pèsent extrêmement lourd dans le budget de la CNSS. Si la demande explose avec 22 millions de nouveaux patients et qu'on importe tout au prix fort, Le système fait faillite, direct. voilà. Donc l'agence a un mandat de souveraineté. L'objectif, c'est de couvrir 70% des besoins par l'industrie pharmaceutique locale. Ah oui, les sources parlent de cette usine intelligente à Noisseur. Exactement. Spécialisée dans les génériques. Chaque dirham économisé sur l'importation préserve les comptes de l'AMO. C'est de l'ingénierie macroéconomique assez brillante. On numérise, on produit local. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Dis-moi. Quand on confronte cette belle mécanique au rapport du CMGM, le Centre marocain de la gouvernance et du management, l'illusion technologique se brise un peu sur la réalité du terrain. Ouais, la sociologie du pays rattrape les algorithmes. C'est ça. Le rapport dit que près de 5 millions de citoyens sont toujours exclus. Et il parle d'un truc super paradoxal, les droits fermés. C'est comme recevoir la carte VIP de notre fameux club de tout à l'heure, mais la porte reste verrouillée parce qu'on ne peut pas payer l'abonnement mensuel. Les chiffres sont durs à ce sujet. On parle de 3,5 millions de personnes qui ont un numéro à la CNSS. Ils existent dans l'appli, mais l'accès aux soins est bloqué. Pourquoi? Des impayés de cotisations. Et ça touche surtout les travailleurs non salariés. 66% d'entre eux sont bloqués avec ces droits fermiers. Mais comment on explique autant d'impayés? C'est le secteur informel. Totalement. C'est le défi d'intégrer une économie informelle très volatile dans un système administratif super rigide. Oui, le Maroc compte environ 2,5 millions de travailleurs dans l'informel. Un marchand ambulant ou un artisan, il n'a pas un salaire fixe qui tombe le 28 du mois. Exactement.
Si tu lui imposes un prélèvement mensuel fixe pensé pour un employé de bureau, statistiquement, il va faire défaut de paiement. C'est clair. C'est ce que les chercheurs appellent le défi de la crédibilité du ciblage. Le système finit par expulser les plus précaires au premier retard de paiement. Et pour décider qui peut payer et qui a droit à la gratuité de la Tadamun, tout repose sur un cerveau central, le RSU, le registre social unifié. L'innovation censée remplacer la lourdeur des administrations locales. Puisqu'on ne peut pas se fier aux déclarations de revenus avec autant d'informels, le RSU utilise un algorithme. L'algorithme qui calcule un indice socio-économique, c'est ça. Mais concrètement, sur quelle base il décide si t'es riche ou pauvre? Il scanne des variables indirectes, par exemple ta consommation moyenne en électricité ou en eau. D'accord. Il regarde aussi ton budget de recharge téléphonique, ta zone de résidence, combien de pièces tu as dans ton logement ou si tu possèdes une moto ou une antenne parabole. Et si le score dépasse un certain seuil, Le système considère que tu peux payer et il te coupe l'accès à la gratuité. c'est là que les critiques tombent. Le modèle mathématique manque cruellement de nuances. Une personne âgée sans aucune pension peut être exclue juste parce qu'un proche paye sa facture d'électricité ou parce qu'elle a hérité d'une petite maison. Oui, l'algorithme voit une dépense ou un bien et il l'interprète aveuglément comme de la richesse liquide. Le rapport du CMGM dénonce vraiment cette gestion purement mathématique de la misère. Il parle aussi d'injustice spatiale, non? Tout à fait. Tu peux avoir un score RSU parfait, la gratuité activée, mais si tu vis dans une région montagneuse sans aucun dispensaire ou médecin à des kilomètres. L'algorithme te sert à rien. Voilà. C'est pour ça que les chercheurs disent qu'il faut un nouveau pacte social. L'inclusion, ça se décrète pas par des lignes de code. Faut regagner la confiance publique. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? Surtout que si la santé s'améliore, ça crée une crise ailleurs. Une population mieux soignée vit plus longtemps. Et qui dit vieillissement de la population dit pension de retraite à verser plus longtemps. C'est la fameuse bombe à retardement de ce dossier. Les retraites. Les analyses de ISPRESS montrent des chiffres en alerte rouge. Pour la CNOPS du secteur public, on a un déficit net d'1,28 milliard de dirhams juste pour 2023. Ce n'est même pas un problème de mauvaise gestion, c'est purement démographique. Les systèmes par répartition ont été pensés au siècle dernier. Quand il y avait plein de jeunes travailleurs pour payer la retraite de quelques personnes âgées. Exactement. Aujourd'hui, on a atteint une fragilité extrême. À peine 2 actifs cotisants pour financer la pension d'un seul retraité. C'est insoutenable. Et j'ai vu ce chiffre hallucinant, la dette implicite de l'État pour les retraites futures est estimée à 69% du PIB. Oui, 69% du produit intérieur brut. C'est une hypothèque énorme sur l'avenir. Et en plus, 60% de la population active d'aujourd'hui n'a aucune couverture retraite. 6 travailleurs sur 10 n'ont aucun filet de sécurité pour leurs vieux jours. C'est une crise sociale gigantesque qui s'annonce. C'est pour ça que la Commission nationale étudie des solutions radicales, notamment le passage à un système par points. Comment ça marche par rapport au système actuel par annuité? Dans le modèle par annuité, ta pension dépend souvent de ton salaire des dernières années. Si tu as une grosse promotion à la fin, ta pension grimpe, peu importe ce que tu cotisais à 20 ans. D'accord. Avec le système par points, chaque dirham cotisé toute ta vie devient un point virtuel. Quand tu pars à la retraite, on multiplie tes points par la valeur du point fixée par l'État à ce moment-là. Ah, malin. L'État garde le pouvoir d'ajuster la valeur du point pour équilibrer le budget année après année. C'est exactement ça. Il parle aussi de fonds complémentaires, les FRPS, pour encourager ceux qui peuvent à capitaliser en bourse, ou même fusionner le public et le privé. Mais si on augmente les cotisations et qu'on repousse l'âge de départ, on demande à une génération de payer plus aujourd'hui pour potentiellement recevoir moins plus tard. Comment on fait passer cette pilule? Si nous relions cela à la vue d'ensemble, c'est ce qu'on appelle le mur de l'acceptabilité sociale. Techniquement, les actuaires peuvent te pondre la réforme mathématique parfaite pour effacer la dette. Ouais. Mais si cette réforme écrase les classes populaires, si c'est perçu comme trop injuste, elle perdra toute légitimité. Et ça finira en rejet frontal sur le terrain. Le défi technique est vraiment secondaire face à la justice sociale. C'est un exercice d'équilibrisme fascinant. Vraiment, en croisant l'historique et les bilans de la presse économique, on prend la mesure de ce chantier. C'est un laboratoire à ciel ouvert, extraordinaire. Absolument. C'est une étude de cas magistrale. Ça montre bien qu'un État-providence, ça ne se résume pas à des lois et des applications mobiles. Ça demande une métamorphose profonde du tissu économique lui-même. Tu peux pas coller un modèle scandinave sur une économie à moitié informelle. C'est clair. On consolide pas le toit si les fondations sont pas en béton. Mais ça m'amène à une pensée finale. Un truc assez provocateur concernant le RSU, ce fameux registre algorithmique.
Ah oui, dis-moi. On a vu que pour sauver l'assurance maladie et cibler les aides, l'État s'en remet à cet algorithme. Et l'algorithme a besoin d'être nourri en permanence par nos données les plus banales. Nos factures d'eau, nos recharges, ce qu'on achète. Le tracking socio-économique. Voilà. La question qui se pose, c'est est-ce que la réussite d'un État social moderne, avec un ciblage parfait, implique que les citoyens doivent accepter la disparition totale de leur vie privée financière? Est-ce que le prix à payer d'être scruté par un algorithme d'État omniscient pour avoir droit à la solidarité nationale? C'est une question qu'on laisse à chacun le soin de méditer.